âme consciente. Je m'appelle Naomi, et depuis mon petit coin du monde, où l'odeur du thé vert se mêle au bruissement du bambou dans le jardin, je vous souhaite la bienvenue sur Encanto Minimalista. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à un voyage intime, non pas à travers des paysages lointains, mais à l'intérieur de nos propres maisons, et plus profondément encore, au cœur de nos émotions. Je me souviens avec une clarté qui me fait encore frissonner de l'après-midi où, après le départ de ma grand-mère à Kiko, j'ai été confrontée à la tâche écrasante de trier ses affaires. Chaque objet, du bol en céramique fêlé qu'elle tenait entre ses mains chaque matin à un haori en soie décoloré par le soleil et les années, semblait vibrer de son essence. Assise sur le sol en tatami, entourée de boîtes qui exhalaient un subtil parfum de camphre et de souvenirs, je fus saisie d'une profonde paralysie. Comment pouvais-je, de quel droit, décider du sort de ces objets qui avaient tissé la trame de sa vie? J'avais l'impression qu'en lâchant ces objets, j'effaçais de précieux fragments de sa mémoire et avec eux, une partie de ma propre histoire. C'est mon oncle Kenji, un homme peu loquace, mais d'une immense sagesse sereine, qui m'a trouvée ainsi. Il a posé une main douce sur mon épaule et m'a dit « Naomi-chan, les objets comme les personnes ont leur propre tsutome, leur service, leur devoir dans le monde. » Ma grand-mère Akiko disait souvent, en caressant la surface d'une vieille boîte laquée, « Un objet qui a été aimé porte en lui un fragment de l'âme de celui qui l'a aimé. » Lorsque nous sommes confrontés à un objet chargé de souvenirs, la vieille guitare sur laquelle nous avons appris nos premiers accords, les lettres d'un amour de jeunesse, la première édition d'un livre qui nous a ouvert l'esprit, il est naturel de ressentir un pincement au cœur. L'erreur courante, le piège dans lequel nous tombons souvent, est de croire qu'en nous débarrassant de l'objet, nous nous débarrassons de l'amour, du souvenir ou de l'identité qui y est associée. Je me souviens de Elena, une graphiste talentueuse de Mexico. Son armoire était un sanctuaire de sa jeunesse, rempli de vêtements de l'époque où elle était à l'université, des vêtements qui ne lui allaient plus et ne reflétaient plus la femme sophistiquée et sûre d'elle qu'elle était devenue. « Naomi », m'a-t-elle confié d'une voix teintée d'angoisse lors d'une de nos conversations. J'ai l'impression que si je me débarrasse de ces vêtements, je jette mes meilleures années, la jeune idéaliste et rêveuse que j'étais. C'est comme trahir une partie de moi-même. Ce qu'Elena craignait de perdre, ce n'était pas le tissu usé ou les styles démodés, mais le lien vital avec cette version vibrante et passionnée d'elle-même. Le minimalisme japonais, tel que ma grand-mère Akiko me l'a enseigné et tel que je l'ai appris à vivre, nous offre une voie lumineuse pour naviguer dans ces eaux. Il va bien au-delà du simple fait d'avoir moins. C'est une philosophie qui nous invite à une introspection profonde, à comprendre l'essence de ceux qui nous entourent et, ce faisant, à mieux nous comprendre nous-mêmes. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions, quelques clés sacrées de la tradition japonaise, pour apprendre à dire adieu à nos objets d'une manière qui guérit l'âme et libère de l'espace, non seulement dans nos placards, mais aussi et surtout dans nos cœurs. Il s'agit plus que d'organisation. C'est une cérémonie de libération émotionnelle. L'une des premières choses que j'ai comprises grâce aux enseignements de ma grand-mère est l'importance de reconnaître et d'honorer le lien émotionnel que nous avons avec nos objets. Au Japon, il existe un concept magnifique appelé Mono no Aware, qui pourrait se traduire par la sensibilité ou le pathos des choses. C'est une appréciation douce amère, une tendresse mélancolique face à la nature éphémère de la vie et des objets qui l'accompagnent. Il ne s'agit pas de nier la tristesse ou la nostalgie qu'un objet peut évoquer, mais de l'accepter comme faisant partie de sa beauté intrinsèque, comme la rosée sur un pétale de cerisier sur le point de tomber. Pour elle, et pour beaucoup comme elle, la clé est de comprendre que nous ne rejetons pas une partie de nous-mêmes, mais que nous honorons une histoire qui a déjà été vécue. Avant de décider du sort d'un objet, prenez-le dans vos mains. Laissez-vous aller à vos émotions. Demandez-vous, quelle histoire cet objet raconte-t-il? Quelle émotion me procure-t-il? Ne vous précipitez pas, laissez cette émotion s'exprimer. Si l'objet est encombrant ou n'est plus fonctionnel, mais que le souvenir est précieux, pensez à le photographier de manière artistique.
Parfois, une image suffit pour conserver l'essence d'un objet sans son poids physique. Et surtout, remerciez-le pour la leçon ou le service qu'il vous a rendu. Merci de me rappeler ma passion de jeunesse, aurait pu penser Helena. En honorant son histoire, nous pouvons le libérer et nous libérer nous-mêmes, avec amour et gratitude. Cela nous amène naturellement à une autre pratique fondamentale dans cet art de dire au revoir, le rituel de la gratitude consciente. Avant qu'un objet ne quitte notre espace, il est essentiel de lui exprimer notre arigato, notre gratitude. Cette idée s'inspire de pratiques telles que le kuyo, qui sont des services commémoratifs parfois rendus au Japon à des objets qui ont bien servi et longtemps, comme des poupées anciennes, des aiguilles à coudre ou des outils. De le prendre dans ses mains, de le nettoyer si nécessaire et de le remercier sincèrement pour sa contribution à sa carrière, au projet qu'il avait aidé à concrétiser. Au début, il était sceptique, mais il a essayé. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé d'une voix nettement plus légère. « C'était incroyable, Naomi. J'ai donné certaines choses à des étudiants en architecture, j'ai recyclé d'autres avec un sentiment de closure, pas de perte. C'est comme si, en les remerciant, j'avais bouclé un cycle. » Son studio, qui reflétait auparavant son encombrement, a commencé à respirer, à redevenir un espace d'inspiration. Contrastez cela avec la mentalité très répandue du jetable, où les objets deviennent invisibles, presque une nuisance, une fois qu'ils ont perdu leur utilité immédiate pour nous. L'approche japonaise nous invite à considérer le cycle de vie complet de l'objet, à le traiter avec respect, même au moment de s'en séparer. Ainsi, avant de donner, vendre ou recycler, nettoyez l'objet. C'est un geste d'attention. Tenez-le dans vos mains et remerciez-le verbalement ou dans votre cœur. Merci pour tes services. Merci pour la joie que tu m'as procurée. Merci pour la leçon que tu m'as apprise. Et si vous comptez le donner, imaginez un instant la personne qui le recevra et comment il lui sera utile. Cela aide à lâcher prise dans un esprit de générosité et de connexion. Cet acte transforme le rejet, souvent perçu comme quelque chose de froid et d'utilitaire, en un geste de profond respect et de reconnaissance. Il ne s'agit pas de jeter des objets dans un sac poubelle avec dédain ou indifférence, mais de reconnaître leur service, leur contribution à notre vie, aussi minime soit-elle. Ma grand-mère Akiko en était un exemple vivant. Je me souviens comment elle nettoyait et pliait soigneusement chaque vêtement qu'elle allait donner, en murmurant des mots doux de remerciement. « Ce manteau m'a tenu chaud pendant de nombreux hivers froids », disait-elle en lissant le tissu. « Maintenant, il pourra réchauffer quelqu'un d'autre qui en a besoin. » Pour elle, chaque objet possédait une énergie, presque un esprit, qui méritait d'être traité avec dignité jusqu'à la fin de sa vie utile avec nous. Récemment, j'ai accompagné Javier, un architecte de Santiago du Chili, un homme créatif et passionné, mais dont le bureau était devenu un labyrinthe d'outils, de maquettes anciennes et de documents de projets passés. « Naomi, je me sens coupable, » m'a-t-il avoué. « Je sais que je n'utilise plus beaucoup de ces objets, mais ils m'ont coûté de l'argent, des efforts, des nuits blanches. Les jeter me semble être un terrible gaspillage. » Je lui ai suggéré, avant de prendre une décision, de consacrer un peu de temps à chaque objet qui avait une signification particulière pour lui. Nous arrivons ainsi à un autre aspect crucial, comprendre le tsutome de l'objet. Tsutome est un mot japonais qui fait référence au service, au devoir, au rôle ou à la mission de quelque chose ou de quelqu'un. Chaque objet qui entre dans notre vie le fait, dans cette perspective, pour remplir un objectif spécifique pour nous à ce moment-là. Un livre arrive pour être lu et nous transmettre sa sagesse ou son histoire. Une robe pour être portée lors d'une occasion spéciale et nous faire ressentir quelque chose de particulier. Un outil pour nous aider à créer ou à réparer quelque chose. Une fois que cet objectif est atteint, une fois que l'objet a rempli son tsutome dans notre vie, s'y accrocher peut être comme retenir un invité qui a terminé sa visite et souhaite poursuivre son chemin, ou comme empêcher une rivière de suivre son cours naturel vers la mer. Je me souviens clairement du moment où j'ai décidé de m'attaquer à ma bibliothèque personnelle, un espace que j'avais toujours considéré comme sacré et intouchable.
Elle était remplie d'étagères de manuels universitaires, de gros volumes de philosophie, de sociologie, d'histoire de l'art, des livres que je n'avais pas ouverts depuis plus de 10 ans. Au début, j'ai ressenti cette envie familière du « au cas où », cette petite voix qui murmure « et si j'en ai besoin un jour ?» Mais ensuite, je me suis arrêtée et je me suis demandé, en appliquant la sagesse de ma grand-mère, quel a été le tsutome de ces livres dans ma vie. Leur mission était de m'enseigner, d'élargir mon esprit, de me donner les bases de mon développement. Et ils l'ont fait à merveille. Ils ont rempli leur rôle auprès de moi. Maintenant, leur tsutome pourrait être de poursuivre cette mission auprès d'une autre personne, d'un étudiant qui n'a peut-être pas les moyens de les acheter neufs. En les donnant à la bibliothèque d'une université locale, j'ai eu le sentiment non seulement de libérer de l'espace physique, mais aussi d'honorer leur raison d'être initiale et de permettre à leur sagesse de continuer à se transmettre. Cette même réflexion a aidé Luisa, une talentueuse chef cuisinière de Bogota, dont le petit appartement était encombré de casseroles, de poêles et d'ustensiles de cuisine, dont beaucoup avaient été hérités de sa mère et de sa grand-mère, des pièces qu'elle n'utilisait plus car la technologie culinaire avait progressé et qu'elle disposait d'équipements plus modernes et plus efficaces. « Ça me fait tellement de peine, Naomi, » me disait-elle avec un soupir. « Ils appartenaient à ma mère. Chaque fois que je les vois, je sens sa présence, mais ils prennent beaucoup de place et je ne cuisine plus avec. » Ensemble, nous avons exploré le tsutome de ces ustensiles. Ils avaient merveilleusement servi sa mère, lui permettant de créer des plats qui avaient nourri et réjoui sa famille pendant des années. Ils ont également servi Luisa à ses débuts lorsqu'elle apprenait les secrets de la cuisine familiale. Ils avaient rempli leur mission avec brio, avec honneur. En reconnaissant cela, Luisa a pu sélectionner avec amour les 2 ou 3 pièces les plus significatives à conserver comme un trésor, comme un souvenir tangible, et donner le reste à une cantine communautaire où elle savait qu'ils continueraient à remplir une noble mission, nourrir les autres. La mentalité courante est d'accumuler au cas où un jour nous aurions besoin de quelque chose, sans définir clairement quand ce jour arrivera, ni si l'objet, après avoir été rangé pendant si longtemps, sera encore adapté à cet usage futur supposé. Ainsi, pour chaque objet qui vous pose question, demandez-vous: quel était son objectif principal lorsqu'il est entré dans ma vie? L'a-t-il déjà rempli? Si sa mission auprès de vous est terminée, pourrait-il commencer une nouvelle mission auprès d'une autre personne? Cela facilite grandement le don ou même la vente. Et si l'objet est cassé ou vraiment inutilisable, son tsutome final peut être décomposé et transformé grâce à un recyclage conscient, retournant à la terre ou à la chaîne de production de manière respectueuse. En nous séparant de ceux qui ne nous servent plus, nous ne faisons pas que nous débarrasser d'objets, nous créons, d'une manière très profonde, du ma, et nous embrassons le pouvoir guérisseur de l'espace vide. Dans l'esthétique et la philosophie japonaise, le ma est un concept d'une beauté et d'une importance extraordinaire. Il fait référence à l'espace vide, à l'intervalle, à la pause entre les choses, entre les sons, entre les moments. Mais ce n'est pas simplement une absence. Le ma est une partie active et essentielle de la composition globale. Pensez à un arrangement floral ikebana. Sa beauté ne réside pas seulement dans les fleurs et les branches, mais aussi, et de manière cruciale, dans l'espace qui les entoure et les définit. Une pièce traditionnelle japonaise, avec ses lignes épurées et son mobilier minimaliste, accorde une grande importance au vide, car c'est ce vide qui permet à l'énergie vitale, le ki, de circuler librement et à l'esprit de trouver un endroit où se reposer et s'épanouir. Lorsque nous nous séparons consciemment de nos objets, nous cultivons le ma dans nos maisons et, par ricochet, dans nos vies. Cet espace vide est essentiel à notre guérison émotionnelle et à notre clarté mentale. Un foyer encombré et chaotique est souvent le reflet d'un esprit tout aussi encombré et anxieux. En créant de l'espace physique, nous invitons le calme, l'introspection, une nouvelle façon d'habiter notre monde intérieur. Profitez simplement de ce vide pendant un certain temps. Sentez comment l'énergie de la pièce change, comment vous vous y sentez. Désignez, si vous le souhaitez, un petit coin ou une surface de votre maison
que vous garderez délibérément vide ou avec un seul objet qui vous inspire la sérénité. Ce sera votre rappel personnel du pouvoir réparateur du mât. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans un espace plus dégagé, plus calme, plus concentré, plus léger. Cette sensation, cette légèreté est le véritable cadeau du mât. Une autre barrière importante qui nous empêche souvent de lâcher prise est le concept mal compris de motenai et les fantômes du passé qui s'accrochent à nos objets. Motenai est une expression japonaise profondément enracinée qui traduit un sentiment de regret ou de remords face au gaspillage. Il s'agit, en substance, d'une merveilleuse vertu qui encourage le respect des ressources, la frugalité et l'appréciation de ce que nous avons. Cependant, trop souvent, ce noble concept est mal interprété ou appliqué de manière rigide, devenant une excuse pour accumuler indéfiniment. Je ne peux pas jeter ça, ce serait motenai. J'ai rencontré Miguel, un écrivain sensible et talentueux de Madrid, qui vivait dans un petit appartement du quartier de Malasaña, un espace qui, bien que charmant, était littéralement encombré de livres empilés jusqu'au plafond, de papiers, de souvenirs de voyage et d'objets de toutes sortes. Il se sentait bloqué sur le plan créatif, anxieux, comme si les murs eux-mêmes s'écroulèrent sur lui. C'est comme s'il n'y avait pas de place pour de nouvelles idées, Naomi, m'a-t-il confié avec frustration. Au fur et à mesure qu'il a appliqué ses principes de désencombrement conscient, en se débarrassant d'objets avec gratitude, son appartement a commencé à respirer. Le mât qu'il a créé n'était pas seulement physique. Il a senti, selon ses propres mots, un brouillard épais se dissiper dans son esprit. Maintenant, j'ai de l'espace pour penser, Naomi, de l'espace pour créer, m'a-t-il dit avec enthousiasme quelques semaines plus tard, en me montrant les premières pages d'un nouveau roman. Le vide, loin d'être effrayant, est devenu une toile fertile pour ses nouvelles idées. Cela contraste fortement avec la tendance, si répandue dans notre culture, à remplir chaque recoin, chaque instant, craignant le vide comme s'il était un signe d'échec ou de manque. Une fois que vous avez dégagé un espace, résistez à la tentation instinctive de le remplir immédiatement avec autre chose. « Elle est trop belle pour être donnée, et je ne trouve pas le moment de la porter, » me disais-je. Un jour, en réfléchissant à ces enseignements, j'ai compris. Le vrai motenai, c'était que ce magnifique vêtement, conçu pour faire plaisir à quelqu'un, languisse dans l'obscurité de mon placard, au lieu de remplir son tsutome, sa fonction d'embellir et de réjouir. J'ai décidé de le vendre à un prix symbolique à une jeune femme que je connaissais et qui s'est illuminée de bonheur en l'essayant. L'argent était secondaire. Me libérer de ce poids de culpabilité silencieuse et voir la robe enfin accomplir sa destinée était la véritable récompense. Souvent, ces objets représentent également des versions passées de nous-mêmes ou des rêves non réalisés, le matériel de peinture intact que nous avons acheté dans l'intention de devenir artistes, les livres d'une langue que nous avons commencé à étudier avec ferveur, mais que nous avons abandonnés après quelques semaines. Se séparer d'eux, c'est aussi dire adieu avec bienveillance à la culpabilité de ne pas avoir été cette personne ou d'avoir échoué à atteindre cet objectif précis et reconnaître que nous sommes en constante évolution. Je vous invite donc à redéfinir le concept de gaspillage. Qu'est-ce qui est vraiment le plus gaspillé? Laisser quelque chose de précieux se détériorer sans être utilisé ou lui donner la possibilité de servir et de rendre quelqu'un d'autre heureux? Disons-nous à propos de ce cadeau que nous n'avons jamais aimé, mais que nous gardons par obligation, à propos des vêtements qui ne nous vont plus, mais qui ont coûté cher, ou à propos de cet appareil de fitness que nous avons acheté avec beaucoup d'enthousiasme et qui prend maintenant la poussière dans un coin, monument silencieux de nos bonnes intentions non réalisées. Le véritable gaspillage, comme me l'a enseigné ma grand-mère Akiko par son exemple serein, ne réside pas dans le fait de se débarrasser d'un objet qui n'a plus d'utilité dans votre vie actuelle. Le véritable motenai, c'est de laisser cet objet se détériorer sans être utilisé, occupant un espace physique et mental précieux, et pire encore, générant souvent un sentiment subtil mais persistant de culpabilité ou d'échec chaque fois que nous le voyons. J'ai moi-même longtemps été prise au piège. J'avais une robe très élégante, d'un créateur connu,
que j'avais acheté avec beaucoup d'enthousiasme pour un mariage très important, auquel, pour des raisons imprévues, je n'ai finalement pas pu assister. Pendant des années, cette robe est restée suspendue dans mon armoire, impeccable, avec son étiquette encore attachée. Chaque fois que je la voyais, je ressentais un pincement au cœur, le souvenir de l'argent gaspillé, de l'occasion manquée, de la beauté dont je n'avais pas profité. Le sentiment de moténae m'empêchait de m'en séparer. Pensez également au coût invisible du stockage de cet objet, l'espace qu'il occupe dans votre maison, l'énergie mentale qu'il vous coûte chaque fois que vous y pensez, la culpabilité ou la frustration qu'il peut générer. Parfois, s'en débarrasser représente un gain net en bien-être. Si un objet vous rappelle une mauvaise décision d'achat ou un projet raté, remerciez-le pour la leçon qu'il vous a apprise, pardonnez-vous avec compassion et laissez-le partir. Vous libérez ainsi un fantôme du passé et faites de la place pour votre présent. Enfin, ce cheminement vers un adieu conscient nous conduit à trouver le véritable Shiawaz, Sing-se, dans la suffisance, la joie sereine et profonde qui émane du moins conscient. Shiawaz est un mot japonais qui se traduit généralement par bonheur, bien-être ou bonne fortune. Dans le contexte du minimalisme japonais et d'une vie vécue avec intention, ce shiawase ne découle pas de l'accumulation constante de biens matériels, ni de la poursuite incessante de la dernière nouveauté. Il découle plutôt d'une appréciation profonde et sincère de ce que l'on a déjà, de la reconnaissance et de l'acceptation de la beauté de la suffisance. C'est une joie tranquille, une satisfaction de l'âme qui s'épanouit lorsque notre environnement physique devient le reflet harmonieux de notre essence intérieure et de nos valeurs les plus authentiques, plutôt qu'un entrepôt chaotique d'obligations, d'attentes extérieures et d'aspirations insatisfaites. Ce principe s'entremêle de manière très belle avec le concept de wabi-sabi, cette sensibilité esthétique japonaise qui trouve une beauté profonde dans l'imparfait, l'éphémère et le simple. Lorsque nous apprenons à nous détacher du superflu, de ce qui nous pèse, de ce qui ne résonne plus avec qui nous sommes aujourd'hui, nous commençons à apprécier de manière beaucoup plus intime et significative les objets que nous choisissons consciemment pour nous accompagner dans notre voyage. Un bol en céramique fait à la main, avec une petite irrégularité qui raconte l'histoire du feu et des mains qui l'ont créé, peut apporter beaucoup plus de shiawase à notre quotidien qu'une douzaine de pièces parfaites produites en série, mais dépourvues d'âme et d'histoire personnelle. Valeria, une décoratrice d'intérieur renommée de Buenos Aires, vivait ironiquement prisonnière du tourbillon de la consommation qu'elle critique souvent dans son métier. Son appartement, bien que décoré avec élégance, ressemblait à un catalogue des dernières tendances, mais elle se sentait profondément vide et constamment anxieuse. Naomi, m'a-t-elle confié avec une sincérité qui m'a émue, chaque nouvelle acquisition, chaque objet design que j'ajoute me procure un moment d'euphorie, une petite étincelle d'excitation, mais ensuite, inévitablement, je me sens à nouveau insatisfaite, comme s'il manquait toujours quelque chose. Grâce à un processus patient de détachement conscient, en appliquant les réflexions que nous avons partagées, Valeria a commencé à se débarrasser des couches imposées et superficielles et à se connecter à ceux qui lui apportaient vraiment de la valeur et de la joie à un niveau plus profond. Elle a considérablement réduit ses possessions, ne gardant que ce qu'elle aimait vraiment, ce qui lui était essentiel ou ce qui la reliait à des souvenirs précieux. Naomi, c'est incroyable, c'est comme si j'avais découvert un trésor caché dans ma propre maison, m'a-t-elle écrit quelques semaines plus tard, sa voix dans le message empreinte d'une nouvelle sérénité. Je ne me suis jamais sentie aussi riche avec si peu. Chaque objet qui m'entoure maintenant a une histoire, une signification particulière pour moi. Je trouve un immense shiawase dans la simplicité de ma tasse de thé le matin, dans la lumière qui entre par ma fenêtre désormais dégagée et se pose sur le bois nu de ma table. La mentalité qui prévaut dans notre société de consommation nous pousse constamment à rechercher le bonheur dans le prochain achat, dans le plus, dans le nouveau. La voie du minimalisme conscient, inspirée de la sagesse japonaise, nous montre que le bonheur durable, le véritable shiawase, réside dans le suffisant, dans la qualité de notre connexion avec ce que nous choisissons de posséder et dans la liberté que nous trouvons en lâchant prise sur ce qui nous pèse.
je vous invite à réfléchir à ce qui est vraiment suffisant pour votre bien-être et votre bonheur. Il ne s'agit pas d'un nombre fixe ni d'une formule universelle, mais d'un sentiment personnel de satisfaction et d'harmonie. Lorsque vous achetez de nouveaux objets, privilégiez ceux qui sont durables, beaux à vos yeux et vraiment utiles ou significatifs. Investissez dans des pièces qui vous accompagneront longtemps, qui vieilliront avec vous. Et surtout, pratiquez quotidiennement la gratitude pour les objets que vous avez consciemment choisis pour faire partie de votre vie. Utilisez votre vaisselle préférée sans attendre une occasion spéciale. Allumez cette bougie parfumée que vous aimez tant. Le chiawaz se trouve souvent dans l'utilisation et la jouissance consciente de ce que nous possédons déjà. Mes chers amis, l'art de dire adieu à nos objets à la japonaise est, comme vous le voyez, bien plus qu'une simple technique pour ranger un espace physique. C'est un voyage profond vers la connaissance de soi, une méditation en mouvement, un acte de guérison émotionnelle qui nous transforme de l'intérieur. En prenant le temps de reconnaître le lien émotionnel qui nous unit à nos biens, en les remerciant sincèrement pour leur service, en comprenant que leur mission auprès de nous est peut-être terminée, en embrassant courageusement l'espace que leur départ crée et en nous libérant des culpabilités et des fantômes du passé qui y sont souvent attachés, nous transformons non seulement nos maisons, mais aussi, et de manière plus significative, nos vies. Il ne s'agit pas, et il ne s'est jamais agi dans la véritable philosophie minimaliste, de vivre dans le dénuement ou de renoncer à la beauté, mais de vivre avec une intention claire et consciente. Il s'agit de choisir de s'entourer uniquement de ceux qui nourrissent notre âme, qui soutient notre vie présente sous toutes ses facettes et qui nous permet d'avancer vers l'avenir avec un sentiment de légèreté, de clarté et de détermination. Imaginez un instant une maison qui soit un véritable sanctuaire personnel, un refuge qui reflète votre paix intérieure et vos aspirations les plus authentiques. Imaginez un esprit clair, libéré du poids inutile du passé et de l'anxiété pour l'avenir, ouvert et réceptif aux possibilités infinies du présent. Cette transformation, je vous l'assure, est tout à fait possible pour chacun d'entre vous. Comme le dit un ancien proverbe japonais que ma grand-mère Akiko avait l'habitude d'adapter avec un sourire sage, « Suteru anata wa atarashi anata ». En vous débarrassant, vous vous renouvelez. En lâchant consciemment et avec gratitude ce qui ne vous sert plus, ce qui vous retient ou vous pèse, vous vous ouvrez grand à une nouvelle version de vous-même, une version plus authentique, plus sereine, plus profondément vivante. J'espère de tout cœur que ces mots et les humbles enseignements que j'ai partagés, inspirés de la sagesse de ma grand-mère Akiko et de la tradition japonaise, ont trouvé un écho en vous et vous ont offert une nouvelle perspective. Si tel est le cas, je vous invite avec joie à rejoindre notre communauté grandissante ici, sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs voyages vers une vie plus simple, plus épanouie et plus significative. Et si ce message a touché une corde sensible dans votre âme, n'hésitez pas à nous offrir un « j'aime ». Ce petit geste nous aide énormément à toucher davantage de personnes qui, comme vous, sont peut-être à la recherche de ce chemin vers la paix et la clarté. Mais surtout, j'aimerais beaucoup lire vos réflexions. Dites-moi en commentaire quelle idée ou quel concept vous aimeriez explorer davantage dans votre vie, ou quel petit objet, peut-être un objet qui vous est venu à l'esprit pendant que vous écoutiez, vous êtes prêt à abandonner avec gratitude cette semaine. Écrivez « Adieu conscient et reconnaissant » si vous vous engagez à essayer cette approche et, si vous le souhaitez, à partager votre expérience avec nous plus tard. Merci infiniment de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cet espace de calme et de réflexion. Puissiez-vous trouver la paix dans la simplicité, la joie dans la suffisance et une profonde guérison dans l'art du lâcher-prise. Matane, à la prochaine.